Et à l'époque, la police judiciaire, que ce soit en province ou à Paris, mais principalement à Paris, au Quai des Orfèvres, qui était quand même le phare de la police judiciaire au plan national et je dirais même au plan international, avait de gros moyens. Les résultats étaient bien évidemment présents. Voilà. Les services étaient parfaitement organisés, il y avait une ambiance exceptionnelle qui régnait dans les services. Les policiers avaient une mentalité de chasseurs, il n'y avait pas d'ordinateur, donc les gens n'étaient pas rivés toute la journée sur leur écran d'ordinateur. Ils étaient dehors, à l'extérieur, ils étaient au bureau uniquement quand il s'agissait de rédiger des procédures, et qui à l'époque étaient beaucoup moins volumineuses que celles que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, cette ambiance a en très grande partie disparu. Yves Jobic, bonjour. Bonjour. Merci d'abord de votre présence sur VA+, et j'invite tous ceux qui nous regardent à nous donner leurs commentaires et n'hésitez pas à faire connaître cette vidéo autour de vous. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Yves Jobic, vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon un grand flic. Vous avez été patron de ce qu'on appelait encore il y a quelques années l'anti-gang. Alors peut-être pour commencer, et notamment pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas la spécificité de l'anti-gang, comment vous définiriez ce service très particulier ? Alors la brigade anti-gang, dont le vrai nom est la BRI, Brigade de Recherche et d'Intervention, a été créée en 1964, donc ça fait déjà un petit moment, par François Lemoel, qui est un de mes parents d'ailleurs, et sous le nom de SRI, Section de Recherche et d'Intervention, qui a pris le nom de Brigade Anti-Gang de BRI en 1967. C'est une des brigades centrales du Quai des Orfèvres, donc à Paris. Et pourquoi a-t-on créé à l'époque cette unité spécialisée ? C'était pour prendre les voyous, les braqueurs essentiellement à contre-pied, c'est-à-dire non pas après la commission de braquage ou d'opérations relevant du grand banditisme, mais de les prendre en amont, c'est-à-dire d'identifier des équipes capables de monter sur des gros coups, de les suivre jusqu'à la réalisation du gros coup en question et les arrêter ou juste avant ou juste après. Quasiment en flagrant délit, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, à votre palmarès, c'est celui des hommes que vous avez pu diriger pendant 6 ans au sein de la BRI. On vous doit la chute de nombreux barons du banditisme, l'arrestation de Jean-Claude Bonal, dit le Chinois, un tueur notamment de flics, la fin du clan Ornec, ses parrains Manouche qui étaient issus du 9-3. Parmi toutes les affaires qui vous a été donné de mener, quelle est celle qui vous a le plus marqué, vous et vos hommes ? Alors c'est difficile à dire parce qu'on a, du temps où je suis resté à la BRI, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant près de 6 ans, nous avons arrêté avec mes collaborateurs près d'une centaine de braqueurs en flagrant délit. Braquage de banques, de véhicules de transport de fonds, de dépôts de fonds, donc toute une gamme de saucissonneurs, c'est-à-dire des braqueurs avec séquestration à domicile de riches personnalités. L'une des affaires qui m'a le plus marqué, c'est l'arrestation de l'équipe qui voulait enlever Alain Boucheron, le joaillier de la place Vendôme, et qui avait prévu donc de l'enlever, puis d'enlever ses parents en échange, et de les relâcher en échange donc de la totalité des bijoux se trouvant au siège du magasin Place Vendôme. Donc ça, c'était une affaire typique de BRI, puisque nous avons eu un renseignement, grâce d'ailleurs à un de mes meilleurs informateurs, dont je parle dans le livre, Jean Erina, surnommé Jamal. On y reviendra. Voilà. Mais donc c'est lui qui m'a donné la clé, qui nous a permis d'identifier l'équipe. Et nous avons suivi cette équipe de malfaiteurs pendant 4 mois, je dirais presque jour et nuit, week-end compris, pour faire des planques, des photos, des filatures. Et nous les avons arrêtés juste avant qu'ils ne passent à l'acte, puisqu'ils avaient posé 2 véhicules volés et maquillés au bas du domicile du père de M. Boucheron, qui était lui-même joaillier à l'époque, voilà, pour l'enlever. Alors on vous entend raconter ces anecdotes, ces affaires, et justement j'ai omis de le préciser, mais si on vous reçoit aujourd'hui Yves Jobic, c'est que après avoir quitté la police, pris votre retraite, vous publiez voilà quelques jours, quelques semaines, les secrets de l'anti-gang chez Plomb.
Et c'est pour ça qu'on était très heureux de pouvoir vous entendre sur cette carrière riche, extrêmement riche. Mais peut-être avant de revenir plus précisément sur ces années au sein de la police, j'aimerais vous poser une question très personnelle, mais à mon avis absolument cruciale. Aujourd'hui, si vous aviez 20 ans, est-ce que vous referiez le même métier? Est-ce que vous choisiriez les mêmes options? Est-ce que vous iriez de nouveau dans la police judiciaire? Alors, je ne suis pas sûr de vous répondre par l'affirmative parce que j'ai passé mon concours de commissaire en 1980 pour faire de la police judiciaire et poursuivre notamment les voies de François Lemoyle, donc, qui est un de mes parents. Donc je suis rentré par vocation pour arrêter des voyous. Je ne suis pas rentré pour faire des renseignements généraux, travailler dans les CRS ou être généraliste en sécurité publique. Et à l'époque, la police judiciaire, que ce soit en province ou à Paris, mais principalement à Paris, au Quai des Orfèvres, qui était quand même le phare de la police judiciaire au plan national et je dirais même au plan international, avait de gros moyens. Le 36 à l'époque, c'était 3300 commissaires et inspecteurs, donc c'était une machine de guerre phénoménale contre le banditisme de Paris intramuros et de la Petite Couronne, et avec des coudées relativement franches, c'est-à-dire que les magistrats à cette époque-là faisaient confiance aux policiers du 36 et donc leur laissaient une certaine latitude dans l'action. Et les résultats étaient bien évidemment présents. Voilà. Les services étaient parfaitement organisés, il y avait une ambiance exceptionnelle qui régnait dans les services. Les policiers avaient une mentalité de chasseurs, il n'y avait pas d'ordinateur, donc les gens n'étaient pas arrivés toute la journée sur leur écran d'ordinateur. Ils étaient dehors, à l'extérieur. Ils étaient au bureau uniquement quand il s'agissait de rédiger des procédures, et qui à l'époque étaient beaucoup moins volumineuses que celles que l'on connaît aujourd'hui. La procédure pénale était encore beaucoup plus simple. Donc je veux dire que nous avions... c'était un plaisir de travailler et d'arrêter des voyous. Donc et puis c'était une deuxième famille pour les policiers. La plupart du temps, ils avaient leur famille, mais la police était leur deuxième famille. La société a beaucoup changé, la police a changé, le milieu a changé, la magistrature a beaucoup changé, et les relations de confiance qui existaient entre police et justice se sont délitées, malheureusement, je dirais. Je pense d'ailleurs qu'il faut revenir vers des relations de confiance, mais c'est assez compliqué. Et le couple police-justice, je l'explique dans mon livre, est passé de l'alliance au divorce. Il y a un certain divorce, donc une défiance envers les techniques policières, notamment de pénétration du milieu, de traitement d'informateurs, une transparence totale qui existe de nos jours et que l'on exige des policiers. Et il est donc maintenant beaucoup plus difficile pour des jeunes policiers, qu'ils soient commissaires, officiers ou gardiens, de travailler avec des coups des franges. Voilà. Il y a un encadrement très lourd. La police est énormément bureaucratisée, comme d'ailleurs d'autres corps de métier, mais ce qui a nui à son efficacité. Détourné de ses missions. Oui, parce que au lieu d'être sur le terrain, la police judiciaire notamment doit être présente sur le terrain jour et nuit pour traquer les malfaiteurs, et ne pas attendre la commission d'infraction, mais donc pour être derrière eux jour et nuit. Ça fait partie d'une police proactive. Moi, j'ai toujours été adepte, mais comme mes prédécesseurs, parce que je n'ai rien inventé. Quand je suis arrivé au Quai des Orfèvres, je me suis inscrit dans les pas de policiers qui m'ont précédé, commissaires, inspecteurs, qui travaillaient avec ces méthodes-là, donc avec des indices, tout en respectant bien sûr des règles très strictes, et avec une direction, ça c'est très important, des directeurs qui avaient des épaules très larges, qui donc discutait d'égal à égal avec le procureur de la République de Paris, même le procureur général. Enfin, il y avait un respect qui existait de la part des autorités administratives et des autorités judiciaires, respect réciproque, ce qui fait que les policiers étaient couverts par leur hiérarchie. Aujourd'hui, cette ambiance a en très grande partie disparu. Je l'explique d'ailleurs, à partir de 1997, il y a eu un changement de cap au niveau de la direction du Quai des Orfèvres, où on est passé d'une politique dynamique
vis-à-vis du milieu, offensive, à une gestion beaucoup plus frileuse. Donc le cap a été franchi lors de la nomination du successeur d'Olivier Foll. Olivier Foll a été pour moi un très très grand directeur, comme avant Pierre Touraine qui avait réformé, j'en parle dans le livre, réformé les structures en 1980-82. Il y avait besoin de réformes. Et en 1997, un nouveau directeur, Patrick Rioux, donc, a pris les commandes du 36 et a eu une attitude beaucoup plus frileuse vis-à-vis du banditisme, a préféré gérer les affaires courantes, avoir moins recours aux sources humaines, faire moins de flagrants délits qui pour lui était synonyme de risque de dérapage, voire de bavure. Donc il a été de ce point de vue-là beaucoup plus prudent, et il a d'ailleurs voulu transformer les missions de la BRI. Il m'a d'ailleurs proposé de faire de la BRI un simple service d'assistance à d'autres services du Quai des Orfèvres qui avaient des enquêtes en cours, des enquêtes officielles. Mais Patrick Rioux m'a dit, Yves, je te le propose, mais je sais que tu es breton, tu es têtu, et que tu ne vas pas forcément accepter cette évolution. Il aurait pu dire cette révolution parce qu'il voulait transformer la BRI, qui était donc un service qui travaillait d'initiative sur ses objectifs propres, en un simple service d'assistance, un mini-raid pour la brigade criminelle, la brigade des stupes, la BRB, la brigade financière, voilà. Alors moi je m'y suis opposé, mais tout à fait légalement, avec mes collaborateurs. J'avais la chance d'avoir des collaborateurs exceptionnels nous étions tous en phase. Mais nous sommes devenus un petit peu le dernier village gaulois qui résistait à une évolution un peu générale. Voilà. Aujourd'hui, et l'actualité nous le démontre semaine après semaine, la PJ notamment est en crise. La volonté de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de vouloir réformer la police et plus particulièrement, plus précisément la police judiciaire. Est-ce qu'elle a été, cette réforme, le détonateur ou le révélateur d'une crise plus ancienne? Alors, cette réforme, en fait, est la deuxième réforme. Quand on prend les années précédentes, il y a d'abord eu l'acte 1, que j'ai connu, moi, au Quai des Orfèvres. Sous Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevènement a fait une réforme en 1999 pour créer la police urbaine de proximité à Paris, la PUP. Cette réforme a entraîné la disparition du tiers des effectifs de la police judiciaire, c'est-à-dire qu'on a prélevé au 36 le tiers de ses effectifs, tous les commissariats de quartier, qui étaient la base de l'édifice, la base de la pyramide du 36, voilà, qui était directement connectée au terrain. Donc on a enlevé à la PJ une partie de ses organes essentiels pour les transférer à la PUP, dont l'histoire et l'évolution ensuite a démontré que ce n'était pas franchement un succès. D'ailleurs, la Cour des comptes ou différentes institutions qui se sont penchées sur les résultats de la PUP devenue DESPA montrent que c'est un service très très important, c'est une espèce de monstre, enfin c'est énorme, mais les résultats en matière notamment d'investigation ne sont pas bons. Ça, c'était l'acte 1. La première réforme. Ouais. Voilà. L'acte 2, donc, c'est la réforme que porte Gérald Darmanin, qui, comme vous le savez certainement, a été initié par son prédécesseur, par M. Castaner. Voilà. Sur la base d'éléments de langage que l'on a vendus à M. Castaner, éléments vendus principalement par des responsables de la sécurité publique en France, comme cela avait été le cas pour la réforme de l'acte 1, où c'était des grands patrons de la sécurité publique parisienne qui avaient proposé... La sécurité publique, pour qu'on comprenne bien... Ce sont les généralistes. Voilà. Ce sont les généralistes que l'on retrouvait aussi bien à Paris qu'en province, dans les commissariats de province, voilà, qui traitent la petite et moyenne délinquance. Donc, comme la sécurité publique en province a des difficultés, notamment en matière d'investigation, parce qu'il y a d'une part une explosion de la petite et moyenne délinquance, deals de cité, les rodéos urbains, les violences intrafamiliales. Il y a parallèlement une baisse massive du taux d'élucidation dans ces infractions, qui sont notamment dues à une baisse, à un nombre très insuffisant d'officiers de police judiciaire. Donc l'idée géniale de certains est de dire on va prendre les effectifs de la direction centrale de la police judiciaire, qui eux se consacrent à la lutte contre le haut du spectre de la délinquance, tous les gros trafics de stupes, les homicides, les règlements de compte, des extorsions, fausse monnaie, proxénétisme, trafic des êtres humains et
infraction financière. On va prendre donc ces fonctionnaires qui sont très bien formés pour les injecter dans les effectifs actuels de la sécurité publique, sous l'autorité d'un nouveau patron. Il y en aura un par département, le directeur départemental de la police nationale, où il était d'ailleurs prévu initialement qu'on absorbe également les effectifs de la police aux frontières, j'y reviendrai peut-être après, chargés de lutter en particulier contre les réseaux d'immigration irrégulière. Donc cette idée a provoqué une levée de boucliers de gens qui connaissent l'activité de la direction centrale de la police judiciaire, que ce soit les 4000 fonctionnaires de la PJ, mais aussi, et je dirais surtout, les magistrats. Magistrats du parquet, magistrats de l'instruction, magistrats des GIRS, et tout récemment d'ailleurs, François Molin, procureur général auprès de la Cour de cassation, qui prend sa retraite prochainement, mais qui s'était déjà exprimé assez durement sur cette réforme il y a quelques mois, a été entendu par la mission parlementaire qui travaille donc sur la réforme, et il a eu des mots très critiques sur cette réforme, en disant notamment qu'on ne pourrait plus travailler contre la criminalité financière si cette réforme va jusqu'au bout. Un autre témoin très important qui s'est exprimé lui aussi il y a quelques jours devant les mêmes députés, qui est donc Éric Morvan, qui est l'ancien directeur général de la police nationale, donc qui a une légitimité parce qu'il a été directeur général de la police nationale avant Frédéric Vaux, avant l'actuel. Éric Morvan avait été nommé par M. Castaner. Et Éric Morvan, qui est à la retraite lui aussi depuis peu, donc a dit « j'ai une liberté de parole maintenant pour m'exprimer ». Cette réforme, si elle va jusqu'au bout, va être une catastrophe et nous ne pourrons plus traiter la criminalité organisée. Et nous ne pourrons pas non plus, du fait de ce renfort de 4000 spécialistes dans tous les commissariats, traiter la petite et moyenne délinquance. C'est-à-dire qu'on va... Perdons sur les deux tableaux. On va perdre sur tous les tableaux. Et à vous entendre, le risque est grand que pour le grand banditisme, ils ne connaissent des jours flamboyants. Alors, bon, il se trouve que c'est un sujet que je connais assez bien. La réforme, si elle va jusqu'au bout, vous savez certainement qu'il y a une association nationale de la police judiciaire qui a été créée il y a plusieurs mois, qui regroupe la quasi-totalité des 4000 fonctionnaires dont j'ai parlé, des spécialistes qui sont dans les différents services sur le territoire de la PJ, ont demandé à plusieurs reprises à rencontrer le ministre pour faire part de leur vision et de leurs propositions. Parce qu'il faut bien voir que ni moi, ni ces gens-là, d'ailleurs, ne sont hostiles à toute réforme par principe. Il est bien évident qu'il faut s'adapter aux évolutions de la société, mais la réforme qui est proposée n'est pas la bonne réforme. On va créer une usine à gaz qui ne fonctionnera pas. Elle va se traduire par la mort de la police judiciaire, créée par Clémenceau en 1907, qui déjà à l'époque avait compris, Clémenceau, que la délinquance avait un cadre, s'exerçait au niveau d'un cadre supradépartemental. Là, le fait de créer 100 directeurs départementaux qui seront responsables uniquement dans leur département, aussi bien en effectif qu'en moyens financiers, l'échelle du département n'est absolument pas appropriée, puisque les malfaiteurs agissent au niveau ou de la région, ou au niveau national, ou au niveau international. Voilà. Donc, tous les gens qui ont une crédibilité pour parler de cette réforme sont vent debout. Les seuls au niveau de la justice qui ont dit que malgré tout c'était une réforme intéressante sous réserve de réglages, c'est la direction des affaires criminelles et des grâces. Mais là, je pense que nous sommes dans un mécanisme de solidarité gouvernementale, et il est bien évident que le ministère de la Justice, du garde des Sceaux, ne va pas s'opposer à une réforme qui est portée par le ministère de l'Intérieur. Au début de vos mémoires, vous écrivez « Je sais que ces beaux voyous craignaient et respectaient les policiers de la BRI, les plus affûtés du 36, pour gérer sur le terrain des dispositifs particulièrement complexes. J'écris au passé car tout a changé, le banditisme bien sûr, mais aussi les méthodes de la police. » Alors commençons par parler, si vous voulez bien, du banditisme. D'abord, peut-être vous expliquez que ces bandits, vous craignez et vous respectez. Quel est ce lien finalement très particulier qui presque unit ces grands flics et ces voyous ? Alors, il y a plusieurs choses. Jean-Pierre Melville, qui est un cinéaste qui a
qui a fait des perles sur la police et les voyous, avait écrit, mais je trouve que c'était très exagéré, que tous les voyous ont de la sympathie ou une admiration pour les policiers et c'est réciproque. Non, en fait, c'est pas du tout vrai. Peut-être que dans ces films, il y a une part de ça, mais en réalité, les policiers sont payés par la société pour arrêter les voyous. Les voyous partent du principe pas vu, pas pris, donc c'est un peu les gendarmes et les voleurs. Donc c'est aux policiers d'être plus intelligents, plus efficaces, mieux organisés pour arrêter le maximum de voyous et protéger la société. Donc jusqu'aux alentours des années 2000, je dirais que les voyous craignaient beaucoup la police, notamment la police judiciaire, dont c'est le métier d'arrêter les malfaiteurs récidivistes, les malfaiteurs professionnels qui commettent la très grande majorité des infractions en France. Et les résultats de la police judiciaire parisienne étaient excellents, ceux de la police judiciaire en province également, et les arrestations qui étaient faites par tous ces services étaient suivies de condamnations pénales lourdes et d'incarcération. Voilà. Donc on arrivait à interpeller des individus dangereux, nuisibles, mais qui étaient mis hors du circuit pendant un certain temps. Au niveau des années 2000, ça a été le cas donc à Paris avec la nomination d'un nouveau directeur, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le recours aux informateurs est devenu secondaire, voire a été mal considéré. On y reviendra sur les informateurs parce que c'est très important. Voilà. Mais donc du coup, il y a eu moins de renseignements. Ouais. Or, une police judiciaire sans renseignement, elle est aveugle. Et elle est incapable de travailler. Voilà. Donc déjà, on a fait en sorte de limiter ce recours aux ressources humaines. Parallèlement... Ça, c'est pour les méthodes de la police, mais en quoi, par exemple, le banditisme, la nature du banditisme a changé ? Alors, le banditisme, lui, il a changé... Il y avait auparavant une espèce d'aristocratie du crime chez les malfaiteurs qui gravissaient les échelons de la délinquance, en démarrant des vols à la roulotte, des cambriolages, des petits braquages, des gros braquages, voire des attaques de fourgons. Voilà. Donc il y avait une progression qui était admise. Voilà. Donc les gens faisaient carrière et réussissaient. Tous ne réussissaient pas à gravir les échelons. Toujours pareil, au niveau des années 2000, il y a eu un clivage. C'est-à-dire que cette génération de beaux voyous, entre guillemets, a perdu un petit peu de sa surface et en nombre, du fait d'une part de règlements de compte, qui en ont mis un certain nombre sur le tapis, et une autre partie a été neutralisée, notamment des équipes qui attaquaient des fourgons. Vous savez, l'année 2000 a été l'année la plus meurtrière en matière d'attaque de fourgons en France. Plusieurs convoyeurs de fonds tués, d'autres gravement blessés. Bon, voilà. Donc il est resté moins de monde dans cette équipe, je dirais. Et parallèlement, il y a une autre équipe qui est arrivée sur le terrain, essentiellement des malfaiteurs issus de cités. Génération Kalachnikov, qui, elle, n'a pas respecté donc, ce cursus et est passée du vol de scooter au braquage. C'est-à-dire les mêmes dans la journée allaient piquer un scooter sur leur territoire dans le 93 et l'après-midi allaient faire un braquage avenue Georges V ou rue Marbeuf. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à un ancien voyou parfaitement recyclé dans le commerce des montres, qui a vécu pendant plusieurs années avec Mimi Marchand, qui a été un des voyous dont je parle, Éric le Belge, qui pour moi est un des malfaiteurs les plus intelligents de sa génération, qui a participé à des coups exceptionnels, mais qui a eu à un moment donné l'intelligence donc, de se dire qu'il n'était pas sur le bon créneau, et il a fait une reconversion complète, ce qui est très difficile pour des voyous donc, de quitter le milieu et de faire autre chose. Bon, lui, il a parfaitement réussi, mais il a été victime à 2 reprises de malfaiteurs, de crapules, de banlieue qui ont braqué sa bijouterie rue Marbeuf. Voilà. Ce qui d'ailleurs le rendait assez furieux. Voilà. Donc, alors pourquoi ça aussi cette génération Kalachnikov ? C'est qu'à partir des années 2000, la drogue circule librement et les armes circulent librement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant les années 2000, c'était assez compliqué de se procurer des armes. Les voyous qui étaient interpellés avec des armes, avec une arme, étaient déférés devant les magistrats, étaient écroués.
Bon, il y a une prolifération des armes, notamment... L'effondrement de l'URSS, la guerre des Balkans. C'est ça. Des dépôts d'armes qui ont inondation et donc drogue et armes circulent quasiment librement. Ajoutez à cela qu'à cette époque-là, les magistrats qui jusqu'alors faisaient une confiance, je dirais, presque absolue aux policiers de PJ, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans leur bureau, dans les tribunaux, qu'ils ne connaissaient pas le terrain, donc ils faisaient une confiance totale aux policiers qui leur parlaient de leur dossier, qui leur proposaient des développements au niveau des enquêtes, et ce couple fonctionnait très bien. À partir des années 2000, là aussi, peut-être nouvelle génération de magistrats, plus jeunes, beaucoup moins d'accord avec le principe du traitement de source, considérant que c'était pas clair d'avoir des informateurs dans le milieu, préférant peut-être utiliser des méthodes techniques de sonorisation, des écoutes, des méthodes tout à fait propres. Ce qui est très bien, ces méthodes-là, mais de mon point de vue, ces méthodes doivent venir en support et pour et pour exploiter des renseignements initiaux. Voilà. Donc ça s'est fait. En fait, la mécanique, c'est un petit peu déréglé, quoi. Il y avait une espèce d'horlogerie suisse qui marchait bien, très fragile, très sensible. Et là, ça s'est un peu déréglé. Voilà. Bon, ajoutez à ça que les réponses pénales n'ont pas forcément été toujours au rendez-vous. Bureaucratisation de la police, j'en ai parlé. C'est-à-dire que on a un petit peu scotché les policiers dans leur bureau pour remplir des imprimés, des tableaux, des courbes, alors que leur place, elle n'est pas dans le bureau, elle est sur le terrain. Vous insistez sur la nécessité et même sur l'absolue nécessité pour la police, et notamment la police judiciaire, d'avoir des informateurs. Dès vos débuts, dans les années 80, on vous forme, on vous initie et on vous montre à quel point il est nécessaire d'avoir ces indices. C'est aussi ces liens que vous allez entretenir avec un certain nombre de ces figures du milieu qui vous voudront des déboires judiciaires. En 88, vous êtes même arrêté, soupçonné de proxénétisme et placé dans une maison d'arrêt pendant presque 3 semaines. En quoi cet épisode est révélateur de plein de choses, de la guerre des polices, des relations entre la police et la justice, et puis aussi de ce rôle parfois, de ces liens très ambigus entre un flic, ses informateurs, et puis les règlements de compte qui peuvent s'en suivre. Alors, moi, quand j'ai eu cet accident de parcours... j'avais 28 ans, donc j'étais jeune, mais j'avais été nommé 3 ans auparavant par le directeur du Quai des Orfèvres, chef des unités de recherche de la première division de police judiciaire, c'est-à-dire du quart du secteur qui comprenait le quart nord-ouest de Paris, 8e, 16e et 17e arrondissement. Voilà. Donc j'avais été nommé à la tête de 36 inspecteurs. Et le préfet de police nous avait demandé de nettoyer Paris, parce qu'à partir de 80-82, la courbe de la délinquance a explosé. Bon, le thermomètre est devenu rouge dans toutes les infractions de voie publique, principalement les vols, les agressions, les deals, le proxénétisme, enfin voilà. Donc le préfet de police avait dit non, il faut faire quelque chose. Et Pierre Touraine, qui était un grand directeur, avait proposé donc, après une réforme qu'il avait faite des brigades territoriales en division de police judiciaire, il avait proposé de créer ces unités de recherche. Donc moi j'avais été nommé à la tête des UR de la première DPJ, mon ami et collègue de promotion Frédéric Pechner à la tête des UR de la deuxième DPJ, voilà, et ainsi de suite. Il y avait 6 unités de recherche. Et en 4 ans, nous avons arrêté avec mes collaborateurs. Bon, j'ai toujours eu la chance, moi, en police judiciaire, d'avoir des collaborateurs exceptionnels, parce que c'est un travail d'équipe, de confiance. Je vous l'ai dit, c'est une deuxième famille. Vous leur rendez très largement grâce dans vos mémoires. Ils méritent, et même dans la préface que je fais, enfin, je dédicace mon livre aux policiers avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler, aux policiers actuels et aux retraités, mais aussi d'ailleurs aux sources humaines qui nous ont aidés. Je l'ai noté. Voilà, ce qui est pas banal, mais j'y tenais. Et donc nous avons, en 4 ans, eu des résultats assez exceptionnels. On a eu les meilleurs résultats de Paris,
puisque nous avons arrêté 1300 malfaiteurs en 4 ans. Bon, la plupart incarcérés, donc nous étions connus, très connus et redoutés. Et en particulier dans le milieu nord-africain qui était très représenté dans ces modes opératoires dont je parlais précédemment. Donc j'ai appliqué à un moment donné une technique que nous appliquions régulièrement avec des magistrats parisiens, et avec l'aval de la hiérarchie bien sûr, qui consistait à intervenir en faveur d'un informateur qui avait eu une arrestation ou un problème pour des faits qui n'étaient pas graves. En l'occurrence, j'étais intervenu donc pour un gitan d'origine irakienne, qui est un parent à notre voyou dont je parle dans le livre, à Jamal, qui avait été arrêté avec 30 grammes de cannabis, ce qui était une quantité vraiment très minime. Nous étions allés voir le juge d'instruction de Nanterre, le juge Ayat, avec mon bras droit. Démarche que nous avions déjà effectuée plusieurs fois à Paris, qui était classique et qui se passait toujours très bien. Bon, là, on s'est rendu compte que non seulement ça ne se passait pas très bien, puisque le magistrat avait refusé d'accorder la moindre indulgence. Et pire, le juge Ayat se demande si cette démarche ne cache pas d'autres intérêts. Voilà, si c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Et nous ignorions totalement que l'épouse du juge Ayat était la présidente du syndicat de la magistrature. Lequel syndicat, je l'ignorais totalement à l'époque, avait le 36 quai des Orfèvres dans le collimateur. Nous l'avons su après. Ils avaient déjà écrit dans leur revue Justice du syndicat de la magistrature des articles dénonçant l'activité du quai des Orfèvres comme étant une citadelle, un État dans l'État, où les magistrats ne savaient pas trop ce qui s'y passait. Les policiers faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient avec des informateurs, ce qui n'était pas vrai. Nous avons certes une certaine liberté de manœuvre, mais en respectant toujours le code pénal et le code de procédure pénale. Et effectivement, le juge Ayat a eu des soupçons sur mon intégrité, l'intégrité de mon service, et l'affaire ensuite donc a dérapé par mon arrestation, mon inculpation de proxénétisme et de corruption passive, reposant uniquement sur des accusations de voyous que nous avions arrêtés, de prostituées de la rue de Budapest. La rue de Budapest à l'époque qui était la cour des miracles de la prostitution parisienne, donc juste à côté de la gare Saint-Lazare, une petite artère, une cour des miracles, une espèce d'endroit très glauque, où des prostituées travaillaient dans des ex-hôtels de voyageurs qui avaient été murés, mais qui étaient squattés, donc elles travaillaient sans eau ni électricité, sans préservatif pour la plupart. Elles faisaient des allers-retours entre la prison et le trottoir, la plupart d'origine étrangère, la plupart avec des interdictions du territoire français, ou en situation irrégulière. Voilà, enfin, donc une population plus que marginale et qui a servi de base sur lesquelles le juge s'est appuyé pour m'accuser de proxénétisme. Cet épisode, vous le filez et vous le tirez comme un fil rouge pendant tout au long de ses mémoires, à chaque début de chapitre, signe de l'importance qu'il revêt à vos yeux, et à raison. J'aimerais revenir quand même sur cet instant où vous êtes incarcéré. Vous êtes policier, vous êtes incarcéré à la maison de Bois d'Arcy, vous êtes mis à l'isolement, et dans un premier temps, les autres détenus ignorent votre identité et le pourquoi de votre placement en maison d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe pour vous, dans votre tête, qu'est-ce que vous dites, et surtout comment vous vivez cette expérience de basculer dans cet autre monde? Alors, lorsque le juge m'incarcère, il est 2h30, 3h du matin, c'est au mois de juin 88, donc j'avais refusé une confrontation générale avec mes accusatrices parce qu'elles parlaient arabe entre elles, donc il n'y avait aucun interprète. J'avais demandé des confrontations séparées que je n'avais pas obtenues, donc le juge a décidé de m'incarcérer. Sans aucune raison valable d'ailleurs, puisqu'après la Cour de cassation a jugé que mon placement de détention était tout à fait irrégulier et m'a dédommagé mes journées de détention. Mais donc je suis incarcéré. À ce moment-là,
de la part du juge d'instruction qui, j'en suis persuadé, était au fond de lui-même sûr de mon innocence. Mais il était allé trop loin depuis des mois pour faire marche arrière, parce qu'il risquait à ce moment-là sa carrière en disant, bon, j'ai inculpé quelqu'un de proxénétisme, un commissaire, de corruption. Un an après, je vais faire marche arrière, je vais être ridicule et ma carrière va être sacrifiée. Donc je suis persuadé qu'il était conscient de mon innocence, mais il a fait une fuite en avant. La bascule, c'est le placement en détention, puisqu'aux yeux de l'opinion publique, on ne met pas en détention un policier s'il n'y a pas de bonne raison. Et à ce moment-là, la peine de mort avait été abolie en 1981, mais pas la peine de mort sociale. Donc là, le juge m'applique la peine de mort sociale. C'est-à-dire que dans les médias, journaux, radio, télé, il y a un pilonnage disant un commissaire Hipou est incarcéré. Voilà. Bon, ce qui est particulièrement quand même difficile à vivre. Mais bon, comme je suis breton, j'ai du caractère et j'étais soutenu depuis le début par ma hiérarchie, par les préfets de police, par Charles Pasqua et par Pierre Jox, donc par les deux ministres qui se sont succédés, qui avaient une connaissance parfaite du contenu du dossier, par mes avocats. Bon. Donc Pierre Jox, à l'époque, n'était pas quelqu'un qui aurait toléré la moindre chose s'il avait eu connaissance de la moindre irrégularité. Voilà, bon. Donc je passe de l'autre côté du miroir, dans la cellule C415, puisque après l'un de mes collègues m'avait donné le surnom d'Edmond Dantès. Edmond Dantès, c'était la cellule 34 au château d'If. Ouais. Moi, c'était la C415. Donc c'est un chiffre que je n'oublierai jamais. Et j'ai d'ailleurs conservé, je l'explique à la fin de mon livre, j'ai conservé ma carte d'identité de prisonnier qu'on m'a donnée en arrivant au greffe, qu'on aurait dû me retirer quand j'ai été libéré. Mais comme j'ai été libéré très rapidement suite à la décision de la chambre d'accusation... 17 jours quand même. 17 jours, mais les gens n'ont pas eu le temps, ou ils n'y ont pas pensé, de récupérer ma carte d'identité, puisque chaque détenu a une carte d'identité intérieure. Avec un numéro d'écrou. Voilà, la photo, bon, donc, que je mets d'ailleurs dans le livre. Voilà, donc effectivement, bon, je savais que mes avocats avaient fait appel de l'ordonnance du juge. Je savais donc que la chambre d'accusation de Versailles, qui avait déjà infirmé plusieurs décisions du juge d'instruction, j'avais de très bons espoirs sur la décision de la chambre d'accusation. Je précise aussi que le parquet de Nanterre, à l'époque, qui avait son mot à dire, mais c'était juste pour information. Le système a changé ensuite lorsqu'on a créé un juge de liberté de la détention, mais à l'époque, le juge d'instruction était tout puissant. Le parquet de Nanterre, le procureur adjoint de Nanterre assistait à toutes mes auditions, tous mes interrogatoires et confrontations, s'est opposé à mon placement en détention. Bien évidemment, le juge n'en a fait qu'à sa tête et m'a écroué. Voilà. Bon, donc après, je me suis retrouvé dans une cellule, j'avais une cour de promenade qui faisait 5 mètres sur 6 avec des murs lisses de 4 mètres de haut, grillagés. Bon, j'avais droit à 2 douches par semaine. Enfin, bon, j'ai été à l'isolement. Contrairement à ce que vous disiez, la population carcérale, dès mon incarcération, en fait, l'a appris, puisque ça passait sur la radio, les télés. Le lendemain matin, non Le lendemain matin, oui, parce que j'ai été écroué à 3h du matin. Ouais. Donc, dès que ces braves garçons se sont réveillés, donc vers 7h, petit déjeuner, ils ont eu connaissance et donc se sont mis à crier. Je dis d'ailleurs que je pensais que j'étais au zoo de Vincennes parce que j'entendais des cris, des hurlements, les gens disant mais bravo le juge Ayat, envoie tous les flics au trou. Enfin voilà, bon, c'était un peu surréaliste. Au bout d'un moment, faute de voix, devenant aphone, bon, ils ont arrêté de crier, mais bon, c'était assez pénible. Voilà, bon. Après, j'ai géré ma détention, j'ai fait du sport. J'ai lu, notamment Jean Lartiguy, Les Centurions, enfin des lectures pour me donner un petit peu le moral, de voir et de lire ce qu'avaient vécu d'autres personnes donc sous d'autres tropiques. Et voilà, j'ai eu de très bons avocats et j'ai été extrait lors de ma détention le 1er juillet, donc au bout d'une dizaine de jours, pour avoir cette fameuse confrontation générale que j'avais refusée. Ça a duré, cette confrontation a été très longue, et à 2h du matin, ce que je raconte, tout le monde est parti, y compris mes avocats, la greffière. Je me suis retrouvé donc en tête-à-tête avec le juge d'instruction, ce qui est une situation assez curieuse et étonnante, puisqu'un juge d'instruction, normalement, n'a pas le droit de garder dans son bureau seul un inculpé sans ses avocats. C'est une situation
assez inédite et atypique. Donc je pensais qu'il attendait qu'on vienne me chercher pour emmener en prison. Et là, j'ai eu droit à un entretien qui a duré une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, où le juge m'a proposé un marché en me disant « Monsieur Jobic, je n'ai pas trouvé de traces dans votre patrimoine d'argent, mais je suis persuadé que vous avez touché cet argent de la drogue et de la prostitution et que vous faites partie d'un réseau de prostituées qui alimente le RPR avec l'argent de la drogue et de la prostitution. Donc si vous le reconnaissez, je vous remets en liberté. » Bon, alors, bien évidemment, j'ai été complètement estomaqué par cette proposition qui était surréaliste. Même si il est vrai que nous avions vu quelques mois avant l'un des protagonistes, l'un des accusateurs de mon dossier, un certain Villalonga, proxénète, qui avait dit au juge, mais si en fait la première DPJ m'a arrêté parce que en tant que souteneur de 5 prostituées, mais en fait ce sont des policiers ripoux, et c'est vrai qu'ils prennent de l'argent pour alimenter le RPR. Ça c'était quelques mois avant. Et là, la proposition du magistrat était complètement insensée. Bien évidemment, je n'ai pas accepté cette proposition et je suis retourné en prison. Alors, il faut le dire à ceux qui nous regardent que vous avez été lavé de toutes les accusations qui pesaient contre vous. Vous l'avez dit également, vous avez été indemnisé des jours de prison que vous aviez pu faire. Mais revenons donc du coup, non plus à cet épisode, et on le sent à vous entendre, qui a été particulièrement douloureux, cruel, injuste à vivre pour vous. Rebasculons dans vos mémoires et dans justement les liens que vous pouvez entretenir justement avec les Indiques. Vous le précisiez tout à l'heure, vous leur dédicacez à eux aussi ce livre parce qu'ils ont permis de sauver, de protéger, dites-vous, la société. Et peut-être au plus brillant d'entre eux, en tout cas celui qui a été l'un de vos plus grands informateurs. Vous avez déjà évoqué son nom tout à l'heure, Jean Irina, dit Jamal, le prince des cambrioleurs. Comment... Des voleurs, pas des cambrioleurs. Des voleurs. Comment vous mettez la main, comment vous le ferrez dans votre langage, et comment vous faites de ce personnage un indique? Alors, les informateurs, comme je vous l'ai dit, moi je me suis inscrit dans une tradition qui existait à Paris, qui était très depuis des décennies. Des gens comme Serge Devos, Roger Le Taillanter, Raymond Mertz, enfin des commissaires et beaucoup d'inspecteurs avaient des informateurs. Donc j'ai été moi formé par deux des meilleurs inspecteurs divisionnaires de Paris, Alain Jacqueret et Roger Germain, qui tous les deux avaient un portefeuille d'indiques très bien rempli. Donc ce sont eux qui m'ont appris comment on recrute et comment on gère des informateurs. Donc le fonctionnement du recrutement et les règles à respecter. Voilà, donc un peu le code de la route ou les règles de sécurité à respecter, parce qu'il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi. Donc pour recruter des informateurs, il faut déjà il faut très bien connaître les différents milieux, parce qu'il n'y a pas un milieu, il y a différents milieux, les différents milieux dans lesquels on veut recruter. Parce que le milieu des cambrioleurs n'est pas le milieu des dealers, n'est pas le milieu des proxénètes, n'est pas le milieu des Amazones qui travaillaient à l'époque en Porsche ou en Mercedes avenue Foch. Voilà. Donc chaque milieu a ses règles, sa mentalité. Après, tout est affaire de rapport humain, de psychologie et de confiance. Donc les informateurs, vous pouvez en recruter suite à un passage en garde à vue de quelqu'un que vous avez arrêté. Le contact se passe bien, vous êtes correct avec le voyou, il part en prison, vous le revoyez après. Il y a des relations qui se sont un petit peu nouées, vous lui avez permis pendant la garde à vue éventuellement de téléphoner à son épouse. À l'époque, c'était pas autorisé, mais voire de la faire venir, enfin de faire certaines commission légale, j'entends bien. Mais c'est dans cette zone grise, dans ces petits arrangements, des services. Voilà, bon, donc après, quand le contact s'est bien passé, on se revoit et finalement, le voyou se dit, finalement, ce flic, il a fait son boulot, il a été correct, il est sérieux, son service, c'est des gens sérieux. Donc, vous pouvez soit provoquer une rencontre avec lui ou le rencontrer fortuitement. Il y a aussi des gens que vous rencontrez fortuitement là aussi dans des établissements fréquentés par des voyous.
Alors principalement la nuit. Ça, Jean-Pierre Melville aussi l'explique bien, parce que la plupart de ces films se passent la nuit, c'est là que ça se passe. L'un de mes mentors, Roger Germain, disait que c'est surtout après minuit qu'on discute et pas à midi. Donc c'est là que vous pouvez faire des rencontres qui... du fait de vous avez un bon feeling et puis vous savez y faire, vous vous intéressez aux gens, vous êtes connu, vous faites connaissance. Dans l'affaire de Jamal, je connaissais déjà bien une partie de sa famille, donc le garçon pour lequel j'étais intervenu auprès du juge Hayat, son frère, surnommé Bourrit, qui était quelqu'un de très intelligent. Et je fais la connaissance de Jamal, donc, qui était la vedette de la famille, enfin la vedette du clan, début 87. Et c'est assez comique parce que je fais sa connaissance le jour de sa sortie de prison. Il sortait de prison d'Angleterre. Il arrive à Paris et son neveu, donc Bourrid, me dit Yves, Jamal est sorti, si tu veux, on peut se voir. Je regardais à la télévision Le Gitan, donc de José Giovanni, chez moi, et je lui ai dit écoutez, venez prendre un petit verre. Donc ils viennent voir chez moi le film de José Giovanni. Et je fais la connaissance de Jamal, on a un bon contact, et de fil en aiguille, il me parle de sa jeunesse, de sa vie, et nous nouons des relations de travail. Dans le cadre d'un partenariat. En acceptant de vous voir, que cherche-t-il précisément de son côté ? Alors il cherche bien entendu une protection, un parachute, pas forcément doré, mais un certain parachute, une protection. C'est la plupart du temps ce que recherchent les sources humaines. Ce sont des appuis soit au niveau d'accidents de parcours, arrestation par la police ou la gendarmerie, ou démarches auprès de l'administration pénitentiaire, voire auprès de l'administration fiscale. Enfin voilà, donc ce sont des aides. Mais là-dessus, il y a plusieurs... quand tout à l'heure je parlais du code, les règles essentielles, c'est toujours informer sa hiérarchie de l'identité de ses informateurs. Ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, c'est au policier à manipuler son indique, et c'est pas le contraire. Troisièmement aussi, le plus important, on est dans une négociation commerciale quelque part, donc c'est du gagnant-gagnant. Il faut arriver à trouver un point d'équilibre entre ce que l'on permet, entre guillemets, au voyou d'effectuer dans son activité. Donc, c'est-à-dire que on peut lui laisser faire un certain nombre d'activités délictuelles, mais en lui disant, il ne faut pas que ça dépasse tel pourcentage ou tel volume. Parce que ce Jamal, c'est une star dans son domaine. C'est un mystificateur de génie qui se fait passer pour émir, sultan. Alors, il a quelques dispositions. Il parle plusieurs langues. Il parle l'arabe. Il est beau parleur. Anglais, italien, espagnol. Oui, non, mais voilà. Mais c'est un personnage. Et d'ailleurs, vous évoquiez justement ces réalisateurs qui s'intéressent. Je crois que Alain Corneau voulait. Alors, il se trouve que et Alain Corneau et aussi Jamal sont tous les deux passés à trépas. Est-ce que ça vous donne pas, vous, envie, maintenant que vous êtes à la retraite, maintenant que vous avez recouvré l'intégralité de votre liberté de parole, de vous inspirer de toutes ces histoires que vous racontez pour tirer le fil et raconter d'autres histoires, que ce soit au cinéma ou dans des romans policiers? Alors c'est vrai que j'ai eu la vocation de rentrer dans la police, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dans la police judiciaire. Et si je n'avais pas pu, j'aurais été intéressé par le cinéma. Pas en tant qu'acteur, bien évidemment, mais la réalisation était quelque chose qui m'aurait intéressé. J'aime beaucoup le monde du cinéma. Depuis jeune, je me suis intéressé aux réalisateurs français, étrangers, aux films. J'aime beaucoup cet univers, y compris la technique. Ça m'intéresse. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion d'aller sur d'autres plateaux, je suis toujours curieux de voir les caméras, les grues, les perches. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et l'histoire de Jamal, qui est c'est quand même l'Arsène Lupin moyen-oriental, c'est le plus grand voleur de bijoux du siècle au monde, mais toujours sans violence. C'est un magicien en fait, c'est un acteur qui se faisait, vous l'avez dit, passer pour un membre de la famille royale saoudienne en général, qui demandait à voir les plus belles pièces dans les joailleries du monde entier. Il était souvent accompagné de complices
très jolie, très bien habillée, qui présentait comme parente ou maîtresse, donc bon voilà, demandant à avoir les plus belles bagues ou les plus belles parures de diamants, et il se débrouillait toujours pour ne pas se limiter à la présentation des bijoux qui étaient en présentoir, mais il demandait de voir ce qu'il y avait au coffre, les plus belles pièces. Et lorsqu'il a rentré dans la pièce où était le coffre, le renard était dans le poulailler et le bijoutier était cuit, quoi. Bon, comme me l'a expliqué Jamal plusieurs fois, parce qu'il a réussi des coups extraordinaires, qui supposaient là aussi un génie, de l'imagination, un sang-froid exceptionnel. C'est un comédien de première. Il m'expliquait que les bijoutiers auxquels ils s'en prenaient, d'une part, multiplié par 3 le prix de leur pièce, sans compter la TVA à 20%, mais qu'ils étaient toujours assurés. Et que lui, il avait horreur de la violence. Et d'ailleurs, il avait un mépris absolu pour les voyous qui utilisent la violence. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il m'a aidé, il nous a aidés quand on a voulu identifier l'équipe qui voulait enlever la famille Boucheron. Voilà, donc je considère que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il n'y avait pas mort d'homme. La plupart du temps, les victimes étaient à l'étranger, donc je ne dis pas ça pour l'exonérer de sa culpabilité. Il prenait en même temps des risques qu'il assumait. Moi, j'avais l'occasion de l'aider, mais sur des interventions assez superficielles, mais auxquelles il était sensible. C'est-à-dire que dans la négociation commerciale que vous évoquiez tout à l'heure, vous aviez l'impression en tout cas d'être très largement plus gagnant, c'est certain, que Jamal ne l'était en Alors retour. je lui avais notamment dit, écoute, maintenant il faut que tu évites d'opérer en France. Voilà, vous me direz, on est dans l'Europe, Monsieur Jobic, vous ne jouez pas trop le jeu européen, vous faites du franco-français. C'est vrai que j'avais plutôt tendance à avoir une vision nationale du problème, mais je l'encourageais plutôt, puisque de toute façon je savais que je n'allais pas l'arrêter de gagner sa vie. C'était pas dans ses intentions, donc je l'encourageais à aller opérer en Asie, aux États-Unis ou ailleurs, quoi. Yves Jobic, je vous remercie encore pour ce livre. On y croise de grands flics, de grands voyous, des marlous, des prostituées. On est dans des ambiances dans les bas-fonds de Paris parfois. Mais c'est souvent jubilatoire. Ça se lit comme un roman d'aventure, un polar. Bref, ce sont vos mémoires et j'invite tous ceux qui nous regardent à se précipiter sur votre livre Les secrets de l'anti-gang, paru chez Plomb. Encore un grand merci. Merci de votre invitation. Merci.